Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce jeudi 14 juin. Top départ de la grande fête du football. La Coupe du Monde a débuté aujourd'hui en Russie. Dans ce journal, nous vous emmenons à Joué-en-Josas, là où s'entraînait l'équipe de France il y a 30 ans. Nous aurons également par téléphone Carl Olive. Depuis la Russie, le maire de Poissy est chargé de mission par la FIFA pendant l'événement. C'est la journée mondiale des donneurs de sang. Chaque mois, désormais, au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, vous pouvez faire un don. La scène nationale située à Montigny-le-Bretonneux met à disposition une salle. Elle permet d'accueillir plus de personnes dans de meilleures conditions. Reportage. Et puis le camp est installé illégalement dans le quartier de la Bretonnière à Voisins-le-Bretonneux. Une soixantaine de caravanes des gens du voyage est arrivée la semaine dernière. La communauté s'engage à partir le 23 juin. Et puis on évoquera un autre grand événement sportif en fin d'édition, du golf avec la Ryder Cup bien sûr. 3 repas de gala seront organisés à cette occasion au profit de l'association Handi Golf. On vous en dit plus tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, le drame survenu à Villepreux. Une femme enceinte de 8 mois est décédée dans un accident de la route survenu hier après-midi sur la RD 98. Un adolescent de 11 ans est lui en état de mort clinique. 2 enfants et leurs parents sont également entre la vie et la mort. Un choc frontal entre 2 véhicules est à l'origine de l'accident. L'un des automobilistes aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe. L'enquête a été confiée au commissariat de Plaisir. 3,2 milliards de téléspectateurs ont regardé la précédente édition au Brésil. La Coupe du Monde 2018 a débuté en Russie. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite se déroule à Moscou. Un Yvelinois œuvre en coulisses, dans les coulisses de l'événement. C'est Carl Olive, le maire de Poissy, ancien directeur des sports à Canal+, est officier de liaison pour la FIFA en charge de la gestion des droits des médias. Il a répondu à nos questions depuis la Russie. Entretien enregistré à la mi-journée. Bonjour Carl Olive. Oui, bonjour. Vous êtes depuis la Russie, vous êtes maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines et vous assurez donc en Russie pour la FIFA la mission d'officier de liaison pendant cette Coupe du Monde en Russie. Vous gérez les droits des médias pendant la compétition. Première question, pourquoi vous avez été choisi pour cette mission ? Je rappelle toujours que la fonction de maire n'est pas un métier en tant que tel, que comme un certain nombre de collègues, nous avons des métiers. Il se trouve que le mien est un métier de journaliste et de producteur, oui. Et qu'aujourd'hui j'assume une charge de fonction de chargé de mission près de la FIFA, ici en Russie, pour gérer ce qu'on appelle les détenteurs de droits. Donc je suis à la fois sur Moscou avec une formation qui a duré 4 jours. Je suis arrivé à Saransk, au sud de Moscou, il y a maintenant 3 jours, pour préparer le match entre le Pérou et le Danemark qui aura lieu samedi. Alors vous le disiez, vous êtes toujours dans cette fonction de journaliste parce que vous avez été journaliste, notamment directeur des sports à Canal+. C'est une sorte de retour aux sources. Vous renouez en quelque sorte avec vos anciens amours. Ils vous ont jamais peut-être quitté aussi ces anciens amours? Pour rien vous cacher, j'ai pas vraiment lâché complètement, puisque j'assure, même si la fonction de maire qui est vraiment passionnante et qui me plaît énormément, prend énormément de temps. Et c'est une passion en tant que telle, évidemment, comme la très grande majorité de mes collègues, que ce soit à la ville de Poissy, au département des Yvelines ou à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Il n'en demeure pas moins qu'il me semble très important de toujours conserver un pied dans la société civile. Alors non, c'est pas un retour aux sources, puisque j'étais en 2010 en Afrique du Sud, j'étais en 2011 pour les Jeux mondiaux militaires à Rio. Donc c'est des choses qui me passionnent. Et puis j'essaie d'apporter ma pierre modestement à l'édifice, en étant chargé de pouvoir gérer un certain nombre de médias. Il y a pas moins de 23 000 journalistes qui sont accrédités pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Justement, ça consiste en quoi cette mission? Gérer les droits des médias pendant une telle compétition, ça consiste en quoi? En fait, typiquement, vous voyez, ce matin, nous avons reçu des partenaires de médias du Pérou, d'Argentine, de France, du Japon. Toutes ces personnes-là ont des fonctions bien précises qu'il faut installer dans le stade, que ce soit en position commentateur, que ce soit autour du terrain, derrière des caméras, que ce soit avant le match pour ce qu'on appelle des présentations ou des announce positions, ou que ce soit à la mi-temps des matchs pour interviewer le joueur qui va rentrer au vestiaire. C'est véritablement une bataille navale, et sur l'ensemble des 8 stades de la Coupe du Monde, nous sommes 2700
à effectuer pas seulement cette charge, mais à participer à la sous-traitance de l'événement. Alors vous le disiez, vous êtes arrivé sur place il y a quelques jours. On imagine un travail de préparation depuis votre arrivée. Là, ça peut rentrer dans le dur. Ça va rentrer dans le dur à partir d'aujourd'hui avec le début de cette Coupe du Monde en Russie. Oui, alors pour rien vous cacher, on est nous pris par le match de préparation samedi entre l'équipe du Pérou et l'équipe du Danemark. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout concerné par le match d'ouverture de ce soir. Une ambiance formidable, une organisation exceptionnelle. Et je peux vous dire que la joie des Russes fait plaisir à voir. On a vraiment le sentiment qu'ils adorent participer, qu'ils veulent savourer leur 21e Coupe du Monde ici en Russie. Une dernière question, alors là je ne la pose pas à l'officier de liaison, mais plutôt français, un petit pronostic sur l'équipe de France. Est-ce que vous la voyez aller loin, cette équipe de France pour ce mondial? Est-ce qu'elle a les moyens de soulever le titre? Pourquoi pas? Je crois d'abord que le travail effectué par Didier Deschamps est un travail efficace et exceptionnel avec la rigueur qu'on lui connaît. Je pense que quand vous avez remporté en tant que capitaine la Ligue des Champions, le titre de champion du monde, un titre de champion de France, que vous participez comme finaliste d'un Euro, je pense que quand on a un sélectionneur à l'image de Didier Deschamps, je pense qu'on peut faire confiance à l'équipe de France. Et le travail fait par le président Le Gret et ses équipes montre que je crois pouvoir dire qu'on est dans le vrai. Alors je ne dis pas, et ce serait présomptueux d'affirmer que l'équipe de France, évidemment, est championne du monde. Ce serait un formidable clin d'œil 20 ans après. Simplement, ce que je pense, c'est qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir effectuer un bon premier tour. Le match de samedi va être un match important contre l'Australie. Et je pense que le match contre le Pérou, auquel j'aurai la chance de participer, puisque après Sarance, que je serai à Ekaterinbourg, sera un match qui sera très important et il aura lieu le 21 juin prochain. La France qui rentre dans cette Coupe du Monde samedi, donc contre l'Australie. Merci Carl Olive d'avoir été avec nous. Vous assurez pendant cette Coupe du Monde. Merci TV78. Merci, je rappelle que vous assurez pendant cette Coupe du Monde la mission d'officier de liaison pour la FIFA et vous êtes aussi le maire de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Et à l'occasion de la Coupe du Monde de football, nous consacrions notre dossier de la semaine au mondial vu dans les Yvelines. Suite et fin dans le passé. Ce soir, direction les années 80 à Jouy-en-Josas. Avant Clairefontaine, l'équipe de France a pendant longtemps utilisé les terrains de la commune pour se préparer aux grandes compétitions internationales. Certains habitants se rappellent avec Nicolas Kirillovitz et Nicolas Dandry. Jouy-en-Josas, à l'ouest de Paris, le lieu traditionnel de rassemblement de l'équipe de France avant ses rendez-vous importants. Des rendez-vous importants comme l'Euro 84, les hommes du sélectionneur Michel Hidalgo ont construit leur victoire européenne sur 2 terrains à Jouy-en-Josas, au sein du campus de l'école de commerce HEC et sur le stade municipal. Jean-Claude Hamon et Yves Pignon, 2 anciens joueurs du club local, ont des souvenirs des infrastructures. Et ça, c'est que j'ai pris parce que ça, c'est l'entrée des vestiaires. Oui, c'était l'entrée des vestiaires. Oui. Alors ça, c'est en quelle année ça? Et là, on est comme ça, là. Voilà. On est dans ce sens-là. 2 vestiaires, un WC et puis... Et un tout petit local arbitre. Arbitre qui était à l'entrée. Oui, à droite. À droite en rentrant, oui, tout à fait. Si les lieux ont changé aujourd'hui, les souvenirs restent intacts. Ex-dirigeant de l'US Jouy-en-Josas, Jean Slomiani a conservé des photos des joueurs de l'époque. Alors ça, c'est des photos de l'équipe de France. On reconnaît Rocheteau, Pécou, Didier Sixte, Avec Satignas. Michel Platini, encore Sixte, Rocheteau. C'était les stars de l'époque, Jean Vion, Tigana. Lors d'une interview que j'avais faite à l'hôtel Valbièvre, je faisais un journal à l'époque pour le club de foot local et j'avais demandé à faire une interview. Novembre 1981, les Français jouent leur qualification à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas au Parc des Princes. Boulanger à l'époque, Jean-Claude Hamon se souvient avoir reçu une commande de la directrice de l'hôtel où résidaient les Bleus. Alors j'ai fait un gâteau un petit peu rapidement parce qu'elle est venue me voir le dimanche pour le lundi soir. J'étais fermé le lundi, mais bon, je travaillais pour elle. Et puis ils ont gagné. Donc ils ont bouffé le gâteau, et le lendemain, le gâteau était dans l'équipe, on voyait les mecs en train de faire la java, de rigoler quoi. Boire un coup avec le gâteau, il y avait le gâteau dans le Parisien, parce que j'achetais le Parisien à l'époque.
Entre eux, la fête va commencer à minuit, elle se terminera très tôt ce matin. Ce n'est pas, il est vrai, toutes les nuits qu'on fête la qualification. On pouvait avoir, je sais pas, jusqu'à 2000 personnes peut-être. Ouais. Il y avait du monde. Il y avait du monde et puis c'était très bon enfant, quoi. Surtout, c'était les gens ils rentraient, ils se mettaient autour de la main courante. C'est disponible aussi. Voilà, exactement, ouais, exactement. À partir de 1988, l'équipe de France s'installe à Clairefontaine. La commune devient alors le centre technique national du football français. À Jouy-en-Josas, le football continue de faire vibrer les amateurs du ballon rond. Et ne manquez pas, juste après ce journal, un 7-8 débat spécial football à l'occasion de l'ouverture du mondial. Une question plus locale à laquelle tenteront de répondre Nicolas Kyrilovitz et ses invités. Le département des Yvelines est-il une terre de football? C'est à suivre tout à l'heure sur TV 78. Ce jeudi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors que les réserves nationales sont en baisse, les dons augmentent à Saint-Quentin en Yvelines. Le théâtre national accueille désormais les donneurs. Un reportage de Touki Nirilanto et Patrick Jacques de Dixmude. Des donneurs de sang au théâtre. Face au flux de donneurs, la collecte prend ses quartiers au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a beaucoup plus d'espace et puis je pense aussi que ça change beaucoup de choses pour les personnes qui travaillent ici, qui sont dans des conditions quand même, à mon sens, plus confortables. Du moment qu'on est entouré par un staff compétent, ce qui est le cas, donc on peut faire ça en confiance, sans aucun problème. 8 personnes de l'établissement français du sang ont accueilli les dons. Contribution à l'entraide, civisme, c'est ce qui motive les donneurs. Je sais qu'il y a un besoin et que voilà, c'est un petit peu de temps, c'est un peu de temps et ça peut servir à beaucoup d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'essaye de venir assez régulièrement. Pour nous, c'est une période un peu critique ou en tout cas où on est très attentif. Pendant les vacances, les Franciliens partent la plupart hors de Paris, hors de l'Île-de-France. Et ceux qui restent, ils ont d'autres choses à penser que de donner du sang. Par contre, les malades, eux, ils sont toujours présents. Les collectes de sang vont se poursuivre. D'ici à la fin de l'année, le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines accueillera 5 autres collectes. Si vous êtes un utilisateur régulier des transports, la période est forcément difficile avec la grève en pointillé des cheminots à la SNCF. Les détenteurs de passes Navigo et de la carte imaginaire pourront adresser leur demande de remboursement à partir du 19 juin. Un site pour le faire, mondédommagement.transilien.com. Les remboursements concernent les mois d'avril et de mai. Et à noter que la réforme ferroviaire, motif de départ de la grève des cheminots, a été adoptée à l'Assemblée nationale ce jeudi. Depuis la semaine dernière, une soixantaine de caravanes des gens du voyage s'est installée au quartier de la Bretonnière, à Voisins-le-Bretonneux. La communauté occupe illégalement le terrain de la Coulée Verte. Il s'engage à partir le 23 juin. Les précisions de Camille Lambert et de Nicolas Kyrilovitz. La Coulée Verte, un lieu de promenade à Voisins-le-Bretonneux transformé en camping de fortune. Depuis le 7 juin, une communauté catholique de gens du voyage s'est installée illégalement sur ce terrain appartenant à Saint-Quentin en Yvelines. La ville n'a pas eu d'autre choix que de les laisser. La police nationale a eu l'ordre en direct du préfet de laisser faire puisque des termes qui ont été rapportés à mon élu, c'est un moindre mal. Puisque je crois qu'avec le golf, ils essaient de protéger un petit peu les alentours, le terrain Thalès. On n'a pas le choix, c'est la loi. La loi ne nous aide pas, puisqu'une fois que les caravanes ont dételé, on ne peut plus les renvoyer. La mairie a donc mis à disposition des conteneurs et des branchements en eau et électricité pour la soixantaine de caravanes. Mais dans ce quartier résidentiel de la Bretonnière, avec une école, les inquiétudes sont nombreuses. Les habitants sont excessivement remontés, et il y a de quoi. Je crois que nous sommes dans une situation un peu inhabituelle. Le cadre de vie, les Vicinois y sont profondément attachés. Et là, on voit des gens, un groupement massif s'installer. Il y a des dégradations de terrain. Je souhaite que le terrain soit nettoyé, bien évidemment. Contacté par nos soins, la communauté n'a pas souhaité s'exprimer. Le responsable s'est engagé auprès de la mairie à partir le 23 juin et à nettoyer les lieux avant leur départ.
20 ans qu'elle apporte une aide aux familles de la ville dans le besoin. La boutique alimentaire de Montigny-le-Bretonneux a fêté hier mercredi son anniversaire. Une célébration avec les élus et le centre communal d'action sociale. Installée place Georges Sand, la boutique alimentaire propose des produits gratuits de première nécessité et d'autres payants, mais à des prix bas. Grâce à un partenariat avec les commerçants locaux, 150 familles inimontaines ont pu bénéficier de ce service en 2017. Il a été créé à l'initiative de l'ancien maire Nicolas Abou. Écoutez ses propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La boutique alimentaire a été créée effectivement à l'initiative de Nicolas Abou, parce que je me souviens d'avoir eu une discussion avec lui me disant les restos du cœur, c'est vraiment extraordinaire, mais en fait, les gens mangent de novembre à mars. Et entre les deux, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, il a été décidé qu'on allait essayer de faire cette boutique alimentaire pour répondre aux besoins des familles inimontaines, bien entendu, tous les jours. La boutique alimentaire est ouverte le matin du lundi au vendredi, une nocturne le mercredi pour les familles qui travaillent et l'accès est proposé après étude du dossier par la CCAS. Autre anniversaire, celui de l'Agence technique départementale ingénierie. La structure fêtait ses 4 ans hier au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était présent. Ingénierie apporte aux communes rurales des Yvelines une assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines du bâtiment, de la voirie et de l'urbanisme. Une nouvelle mission vient s'ajouter pour ces 4 ans, la préservation et l'entretien du patrimoine local. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. Ça, c'est important parce que nous ne l'avions pas avant. Maintenant, nous allons l'avoir avec 5 personnes en plus qui vont être donc transférées du département à ingénierie pour pouvoir s'occuper de tous les problèmes du patrimoine. Ça peut être le patrimoine culturel, c'est important, des statues par exemple, des bornes, des chapelles, des églises. Il y a beaucoup de patrimoine historique dans les Yvelines et ça, désormais, on a cette compétence. Et bien sûr, également, on va déménager à Rambouillet et ça marque le développement, la croissance d'ingénierie. Une convention est d'ailleurs signée ce soir pour officialiser cette nouvelle compétence entre ingénierie, le Conseil départemental des Yvelines et la Fondation de sauvegarde de l'art français. C'est le premier pôle commercial du département. Saint-Quentin en Yvelines a lancé hier mercredi une série de rencontres à destination des commerçants. Objectif, faire le point sur la stratégie commerciale de l'agglomération, mais aussi avoir un retour sur les problématiques rencontrées. Première zone concernée, Maurepas-Coignières. On fait le point avec Aurélie Ronze. Une première concertation qui commence tout d'abord par un état des lieux. Avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la zone Maurepas-Coignières est le deuxième pôle majeur de l'agglomération. Sur les 160 000 mètres carrés de zone commerciale, on dénombre 250 magasins qui génèrent plus de 2000 emplois. Un territoire qui présente donc de nombreuses forces, même si les commerçants présents ont pointé du doigt quelques faiblesses. Je m'aperçois que cette zone a des petits problèmes de fréquentation. On a une zone qui est un petit peu désertique en semaine et j'étais très inquiet de la non-réactivité. Je suis venu ici pour m'informer et je ressors un peu plus satisfait car je m'aperçois que d'autres gens que moi ont les mêmes soucis, les mêmes interrogations et travaillent au développement de cette zone. Pour moi, l'urbanisme, c'est hyper important. On n'a pas de ligne de bus qui dessert le centre commercial du Forum. Quand on doit s'adresser à quelqu'un, on n'a souvent pas le bon interlocuteur. Ça passe d'un nom à l'autre et on n'arrive souvent pas à avoir la personne dont on a besoin. Et donc là, ça permet que tout le monde se connaisse, on sait à peu près qui va s'occuper de quoi. Mieux connaître les attentes des commerçants, des propriétaires et des gestionnaires de sites afin de développer au mieux cette zone. Voici l'objectif de Saint-Quentin en Yvelines pour repenser la stratégie commerciale du territoire. Il y aura d'autres, évidemment, réunions, mais on reste toujours maintenant en contact parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir leurs coordonnées, d'avoir aussi l'évolution de leur chiffre d'affaires pour voir un peu comment ils se situent. Prochaine zone concernée par ces concertations, Plaisir et les Clés-sous-Bois en octobre prochain. On en parlait avec ce début de journal. En début de journal, une compétition s'ouvre avec la Coupe du Monde de football. Une autre aura lieu en septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la Ryder Cup, bien sûr, qui se déroulera du 28 au 30 septembre. Alors, à l'occasion de ce duel Amérique-Europe au golf, 3 repas de gala seront organisés au profit de l'association Handi Golf. Pour en parler autour de la table avec moi, 3 invités. Éric Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de l'association Handi Golf en Ile-de-France. Christelle Vidamant, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes la présidente d'artpartage.com. C'est l'une des entreprises qui est à l'origine de cette initiative. Et nous avons également Robert Cadalbert. Bonsoir. Bonsoir. Cofondateur d'Artpartage, ancien président de 50 ans en Yvelines pour le citer. Vous êtes à l'origine de cette initiative. Alors, je précise que ces 3 repas de gala auront lieu les 13, 20 et 27 septembre. Ça se déroule au restaurant Les Templiers à Élancourt. Une compétition œnologique sera d'ailleurs organisée. Ça sera l'une des animations proposées. C'est la Winer Cup qui se déroulera à cette occasion. On va en parler juste après. Déjà, Robert Cadalbert, pourquoi organiser cette initiative ? Cette initiative, elle vient de l'initiative qu'a fait le président de la Fédération française de golf, M. Barbaret, quand il m'a dit « Est-ce que tu veux nous aider à organiser la Ryder Cup ?» Et moi, je lui ai dit « Ok, mais c'est le golf pour tous, c'est pas le golf pour simplement une élite. » C'était ça, la base de notre candidature à la Ryder Cup. D'accord. Et dans cette demande d'avoir le golf pour tous, bien évidemment, il y a eu le travail fait par l'agglomération sur les scolaires, qui a été très important avec la vie associative, mais on a choisi, nous, d'aider fortement le handi-golf à se développer à Saint-Quentin-en-Yvelines et en France en général. Et justement, profiter de tels événements, la Ryder Cup, c'est idéal pour parler de l'handisport, du handi-golf, là, en l'occurrence. Tout à fait. À la fois, c'est pour faire... tenir nos engagements par rapport à la candidature, c'était le golf pour tous. C'est pas le golf pour une élite. Et en plus, c'est vrai qu'on a une demande particulière, c'est que le golf, vous savez, il y a un petit événement aussi après la Ryder Cup, ça s'appelle les Jeux Olympiques. Oui. Et on a aussi fortement envie que le golf, le handi-golf, soit épreuve du para-olympique. Alors Éric Denis, vous représentez l'association Handi-Golf. Elle est dédiée justement aux golfeurs handicapés. Quelles sont ses missions à cette association ? Notre mission, c'est de faire participer un maximum de personnes handicapées au golf, via le golf, disons, pour une insertion sociale. Voilà. Nos actions sont surtout sur des animations un petit peu partout en France et en Outre-mer aussi, nous sommes. Et nous organisons aussi des grands prix, des championnats handi-golf. Alors, derrière l'initiative, on l'a dit, artpartage.com, il n'y a pas que cette entreprise qui est sur cette initiative. Christelle Vidamon, peut-être déjà un mot sur Artpartage pour commencer. Oui, Artpartage, c'est porté par la société Impulsion. Et en fait, on fait la promotion des artistes à travers les entreprises, avec les entreprises. Et on crée aussi des événements. Et la Winer Cup en est un événement que l'on porte avec nos partenaires, le coin du sommelier qui est autour du vin, puisque c'est une compétition œnologique. On est porté aussi avec l'Arche des Arts, on porte ce projet avec l'Arche des Arts, et puis le restaurant des Templiers, au sein duquel on fait ces 3 soirées de gala. D'être soutenu, Éric Denis, par ces entreprises. Il y aura aussi à ces repas de gala des personnalités. Je pense à Roger Zabel, journaliste, Jean-Louis Charon, qui est le président de la Fédération française de golf. C'est forcément positif pour votre association ? C'est ce qui nous permet d'avoir une vitrine sur nous, quoi. Donc c'est très important. Roger Zabel est parrain de notre association depuis un petit moment. Et on œuvre beaucoup avec lui sur des programmes de partenariat, entreprises et tout ça. Avant qu'on parle de la Winer Cup, de quoi a besoin aujourd'hui votre association ? Notre association, on n'a pas de subvention d'État ou locale, puisqu'on est sur toute la France. Donc on ne marche que par donation, quasiment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'animation. Alors on l'a dit, pour ces 3 repas de gala, il y aura une animation phare, c'est la Winer Cup, une compétition œnologique qui mettra aux prises les territoires viticoles américains et européens. Vous êtes d'ailleurs venu avec le trophée de cette Winer Cup, c'est un trophée allégorique qui a été réalisé par l'artiste Gérard Gallo. Alors concrètement, mettre en face territoire américain et européen, là on est vraiment dans l'esprit de la Ryder Cup. C'est un clin d'œil. On pense qu'au niveau de nos chances, on a plus de chances, surtout les Français. Oui. En tous les cas, dans la compétition, je pense que le terroir français sera bien représenté, peut-être même mieux que le terroir anglais. Voilà. Comment ça va se dérouler justement cette Winer Cup ? C'est simplement de façon ludique. Pendant les repas de gala, parce que la finalité, c'est d'abord des repas de gala pour effectivement obtenir des fonds pour handi-golf. C'est quand même ça la base. Et cette compétition, avec un bon clin d'œil, on aura des dégustations en aveugle,
d'un vin. À chaque plat, il y aura un vin A et un vin B, un qui représentera l'Amérique et l'autre qui représentera l'Europe, et tous les convives pourront voter pour savoir quel est le meilleur. Voilà. Et à la fin des 3 repas, comme pour la Ryder Cup, qui se fait aussi en 3 jours, on fera le décompte de qui aura gagné. Est-ce que c'est l'Amérique ou l'Europe? Et je précise que cette compétition sera conduite par Hugo Roux, qui est œnologue international. Alors, ce trophée à gagner, il y aura aussi de nombreux lots, je vais y arriver, à gagner. En particulier, bien sûr, on le fait en parrainage avec le Golf National, et il y aura des green fees sur l'Albatros. Alors, pas à la fin septembre, parce qu'ils n'auront pas le droit d'aller jouer sur l'Albatros fin septembre, c'est réservé quand même aux équipes d'Europe et des États-Unis, mais après la compétition, on offrira un certain nombre de green fees sur l'Albatros aux participants. Petit tour de table, il nous reste moins d'1 minute. Qu'est-ce qui ferait que ces 3 repas de gala soient réussis, des soirées réussies? Quels sont les ingrédients qui doivent être réunis? Du monde? Bien sûr. Du monde, on attend, surtout, on s'adresse surtout aux entreprises. On a fait des tables, c'est-à-dire que les entreprises peuvent inviter leurs clients, leurs partenaires pour ce repas de gala au profit de Handigolf. Et puis après, forcément que l'Europe et le patrimoine européen gagnent face au patrimoine américain. Eh bien, merci à vous 3, Robert Cadalbert, Éric Denis et Christelle Vidamant, d'avoir été avec nous. Je rappelle que ces 3 repas de gala auront lieu les 13, 20 et 27 septembre au restaurant Les Templiers à Elancourt, et une compétition se déroulera à l'occasion de ces 3 repas. C'est la Winer Cup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le replay de cette édition est à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.